Bagarreuse, bagarreur, bonsoir, bienvenue au bar des légendes. Et oui, vous ne rêvez pas, Benoît Saint-Denis est venu débriefer avec nous son combat de l'UFC. Bonsoir Benoît, Salut Juji, merci d'être là. enchanté et puis c'est une fierté, beaucoup de plaisir d'être avec des gens qui suivent le milieu et qui mettent en lumière C'est les ça. combattants. On est là Et pour vous. voilà. Et restez jusqu'au bout, il est venu avec une petite surprise. Alors avant de commencer, parler dans la technique, effectivement la bagarre, on aime bien la technique et on aimerait bien débriefer ton combat avec toi. C'est ça qui nous fait plaisir de savoir un peu les ressentis des combattants dans la cage. On t'offre cette bière promise par Daniel Voilà, qui elle est gueule à ici. la fin du combat. On est venu prendre les bières. Alors pourquoi il y avait eu autant de pression de gagner autour de ce combat? L'UFC en fait, c'est beaucoup de pression pour un combattant français parce qu'en fait, il y en a peu en France. On est 4 à 6 combattants Ouais. français, on va dire. Et ça, il y a beaucoup de turnover. En plus, je suis dans une KT où malheureusement ça n'a pas Elle est souri aux super Français, dense, ouais. notamment je pense à pour autant des Français que j'admire Mm. et qui sont des sparring partners et des amis, Michael Lebou, Fares Diam Fares, récemment, et ouais. Thibaut Gouti qui ont tous fait partie de l'aventure des lightweight à l'UFC. Et je pense que Fares peut-être y retournera un jour D'accord. et je lui souhaite. Ouais, il est encore jeune. Et Il a ouais, une marge de exactement, il est progression. plus jeune que Ouais. moi et il a beaucoup de talent, donc il y retournera sûrement. Il n'y a plus qu'à mettre le travail. Et donc ouais, sinon c'est beaucoup de pression parce Ouais. que, comme dit Daniel, au Brésil, tu tapes dans un caillou, des Brésiliens qui sont à l'UFC, Ouais, il y en a quand même quelques-uns par gros club, par grosse écurie. Qui sortent. Tu Ouais, vas à la Nova ouais. Union, tu vas quand même avoir 3-4 Brésiliens à l'UFC. Tu tapes à 2-3 portes avec des grosses écuries, tu les trouves. Donc, Oui, en tant que Français, ouais. c'est vrai que les places sont chères dans ta division, enfin dans ta division de prédilection d'autant plus. Et là, du coup, c'était ton deuxième combat et vraiment, tu te devais de gagner. Exactement, pour et ce surtout combat. que même si c'était une belle défaite, et en France on aime les belles défaites, hein, la preuve en est, on a beaucoup de rues qui s'appellent, on a beaucoup de rues comme Cameron, qui célèbrent des batailles où on a Ouais. été héroïque mais où on a On a perdu. perdu. Et c'est un peu le truc Mm. c'est un peu l'impression que m'a donné le public français D'accord. par rapport à mon Dans ton combat, à dernier mon combat, dernier donc combat. tu voulais corriger un peu ça. Et ouais, parce Ouais. qu'il faut malheureusement perdre, c'est pas ce qui te fait gagner ta vie. Et donc, Clairement. donc voilà, beaucoup de pression aussi parce que je descends dans la catégorie dans laquelle je disais que j'étais Ouais. légitime. Ouais. Et voilà, montre à tout le monde que le weight cut à cette caté-là, c'est pas un souci, que j'aurai de l'énergie et que. Donc, beaucoup de choses à prouver, quoi. Exactement, Effectivement, dans cette exactement. catégorie, et Donc, tu l'as fait avec la manière. merci, je te Donc remercie. on va y revenir sur ce combat, sur le game plan un peu, et comment on est arrivé à ce deuxième round où on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est que Niklas Stoltz, il abandonne totalement sur l'étranglement arrière. Donc on va revenir un peu sur le travail que tu as mis en place. C'était quoi le game plan, du coup, quand tu as appris ton adversaire, c'était Niklas Stoltz? En fait, sachant ce qu'il avait. le game plan sur ce gars-là, c'était de le tester un peu dans tous les domaines, mais rapidement tester ses limites physiques dans D'accord. cette catégorie de poids. Parce qu'on savait que même en 77, c'était pas un petit 77. Oui, c'est ça, ouais. Il a Donc déjà combattu. Pour le coup, au-dessus. je sais qu'il avait cuté au moins autant que moi. D'accord. Et sa taille et son physique me laissaient dire que une fois la main dessus, peut-être qu'il allait avoir physiquement que ça allait être dur musculairement pour lui de tenir. Donc le rythme. effectivement, ouais, on a eu quelqu'un qui nous a dit que tu avais beaucoup bossé vraiment la pression à mettre sur l'adversaire. Ouais. Thomas, pour pas Ouais, le citer. ouais, bah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, je bosse avec Thomas Loubersan régulièrement et Maxime François en lutte qui m'ont fait passer un cap dans ce domaine-là, avec Christophe Savoca aussi, mon coach de sol. Oui, parce que faut le dire, tu as un gros background au sol. Exactement, et j'ai la chance d'être bien entouré. Et en fait, ces points forts, il faut encore plus les renforcer pour qu'ils deviennent meilleurs. Et contre Eliseo, j'avais fait l'erreur régulièrement de vouloir aller trop vite pour prendre le dos. D'accord. Et là, c'est une erreur que j'ai pas faite. C'est-à-dire que je mets la pression jusqu'à le fatiguer,
jusqu'à qu'il me donne le dos en fait de C'est lui-même. ça, ouais, tu le pousses C'est-à-dire que à soit, se tourner et à donner le dos. Exactement, Effectivement, soit on va y parce que je revenir prends la que, montée. effectivement, ouais, c'est ça. Donc du coup, tu l'amènes au sol, bon, tu prends cette magnifique cicatrice qui va partir sur un coup de genou, donc tu l'amènes au sol rapidement. Voilà, tu contrôles ses jambes, tu passes en montée. Il y a une interruption de combat pour un coup légitime, ça repart, tu le ramènes au sol, tu passes en montée, à 1 minute déjà tu as pris le dos et tu as un triangle de corps. Donc, du coup déjà tu as mis une grosse pression. Bah ça c'est une position qu'on a pas mal bossé, le triangle de corps. Parce donc que c'était vraiment dans le game plan de mettre la pression alors comme ça. pas spécifiquement sur cet adversaire, mais c'est un de mes points forts, le dos. J'ai pas mal finalisé déjà dans le dos dans ma carrière. 2 ou 3 je crois. Donc finition comme ça. Exactement, donc c'est une position. Celle-là est la montée que j'affectionne parce que c'est des positions en fait vraiment dominantes où dominante d'une part et tu mets la pression en plus. Ouais, c'est une domination un peu sans partage. On le voit par exemple, un mec comme Gordon Ryan dans le jiu-jitsu brésilien, il reste 20 ans dans la montée ou dans le dos et puis il finit par finaliser. Parce que c'est une position, c'est une des rares positions au sol qui est fatigante, encore plus pour l'adversaire que pour toi. Et donc parce que pour rappeler en jiu-jitsu brésilien, la prise de dos classique, c'est mettre les crochets. Exactement. Là, voilà, le triangle de corps, tu as une pression sur le ventre de l'adversaire et du coup, il a quand même du mal à respirer et tu peux serrer rapidement et toi te reposer en plus. Exactement. Exactement. Alors il faut avoir, il y a une certaine force isométrique à avoir dans les jambes, mais que tu acquiers plutôt rapidement si tu travailles régulièrement cette position. Et donc du coup, aucune fatigue et alors que l'adversaire va se cramer à sortir et chaque action qu'il va faire, ça va lui coûter beaucoup d'énergie. Et surtout, ça ralentit en plus le rythme du combat. Donc, c'est un truc dont j'aurais eu besoin contre Élisée, par exemple. Mais dans ce cadre-là, ça va le fatiguer, lui prendre son énergie. Et effectivement, au deuxième round, j'ai senti que ça l'avait vachement ramolli. Et en plus de ça, une position où tu peux frapper quand même. Et en plus, peut-être pas avec beaucoup d'impact, mais régulièrement. Tu peux gêner, il est obligé de bouger, sinon voilà, ça te gêne et il se prend quand même des frappes. Exactement. Et effectivement, on a vu, donc tu mets la pression. Et en plus, tu annules son jeu. On a l'impression qu'il ne sait rien faire au sol, alors qu'on le rappelle quand même qu'il a quand même un niveau au sol. Donc du coup, ça aussi, c'est bossé spécifiquement. Comment tu l'as travaillé, comment tu l'amènes et comment tu l'as senti dans le combat surtout. C'est ce qu'on a vu de l'extérieur, mais effectivement… Ouais, le sol, j'ai eu la chance d'être bien coaché depuis le départ. C'est-à-dire que j'ai commencé le sol en 2017 chez Monsieur Christophe Savoca qui m'a accompagné à ce fight-là. D'ailleurs, on l'entendait crier sur le côté de la cage. Et qui, là, pour le coup, a vraiment joué son rôle à merveille. Et voilà, et après, je crois en mon sol. Je m'entraîne dur avec des gars qui ont un gros niveau en sol. Et donc, je savais que même s'il a un bon sol, quand je suis dessus avec une bonne pression, c'est compliqué pour… je crois en moi et je crois que c'est compliqué pour tout le monde dans cette catégorie de poids si je suis au-dessus. Et donc du coup, j'ai insisté parce que je sentais qu'il y avait des ouvertures. Clairement, après on voit sur le passage, tu lui mets aussi grosse pression avec l'épaule. Donc je pense que là, il l'a senti passer aussi. Et donc tu le fatigues. Il y a beaucoup de commentaires qui disent pourquoi il n'est pas sorti du triangle de corps quand elle est à l'arrière. Explique comment on sort d'un triangle de corps, c'est extrêmement compliqué. De sortir, surtout quand tu l'as bien verrouillé et surtout en fait quand tu as des frappes en plus. Alors le triangle de corps, ce qui est compliqué en MMA, c'est que le temps déjà il est vachement court. C'est-à-dire que tu installes rarement ton triangle de corps. Oui, en 3 secondes quoi. En 3 secondes. C'est sûr. Donc déjà quand il ne reste plus qu'une minute 30, si moi j'ai beaucoup d'énergie et lui en a aussi, il réfléchit peut-être à se dire est-ce que je vais me cramer à sortir. Exactement, donc s'il veut sortir, il va devoir donner beaucoup d'énergie parce que c'est une position qui est vachement stable. De plus, le triangle de corps, moi je travaille avec ma jambe d'appui, la jambe qui est libre, je l'utilise comme appui, donc je vais crocheter en plus. Oui, tu crochettes sa jambe et en fait la technique c'est de sortir sa jambe. Et toi on a vu tu crochetais bien en fait, la jambe pour éviter qu'il pose son appui. C'est ça, donc régulièrement je vais alterner ça avec des contrôles et des attaques sur le haut du corps au niveau des étranglements et des frappes. Ce qui fait que dès qu'il sort sa jambe, il prend une frappe, donc il se concentre sur le haut du corps. Et tu vas redescendre en bas. C'est un peu un jeu d'échecs en fait. Tu lui mets un volume, il ne sait plus où il est. Et en plus, tu as un temps d'avance en fait. Donc du coup, il ne voit pas effectivement arriver les coups. C'est comme si tu jouais aux échecs, mais que tu avais le droit à 2 coups quand l'autre avait le droit à 1. Donc forcément, c'est plus compliqué pour lui. Ouais, forcément. Et donc on a vu, donc tu le fatigues et tu prends l'étranglement arrière.
et il est super bien verrouillé. Mieux même, je trouve, que dans le deuxième round. Et est-ce qu'à ce moment, tu te dis, voilà, de toute façon, il ne reste pas assez de temps pour ce round-là, mais est-ce que tu savais déjà que tu allais l'avoir sur le deuxième round, sur cette même technique? Est-ce que tu t'es dit, mentalement, je l'ai eu, il est fatigué et Ouais, parce que ça a cédé? en fait, je me suis dit, je vais insister là-dedans, il D'accord. va craquer. Ouais. Parce que je sentais que ça commençait à Ouais, craquer. c'est ça. Je me suis dit, en 1 minute, il craque. Ouais. Là, si on me donne 5 minutes Ouais, c'est ça, ouais. Dès le dans début cette du round, position, donc j'ai ouais. rapidement mis la main dessus. Et en fait, au bout de 30 secondes, quand j'ai verrouillé le triangle, il a craqué. Quoi, Ouais. parce que, Est-ce et que tu même penses mentalement, que je pense que ça lui a rappelé la fin du premier round en fait? ça joue. Je Je pense pense qu'il que s'est ça dit, joue. ouais, ça joue énormément. Quand on te met en place, quand tu n'es Mm. pas loin de l'extinction des feux, Oui, je pense que ça joue mentalement. Et que surtout, il a dû se dire, ok, je ne me retrouve pas dans cette position. pas encore Et une quand fois. il s'est retrouvé dans cette Ouais, position, je il pense a que là, lâché. ça a eu un impact D'accord. mental. Ouais. Mm. Top. Malgré ça, à la fin de ton combat, on t'entend dire à Daniel, alors on n'a pas compris la phrase, et Daniel il te rassure, il dit non, t'as assuré, t'as fait un super combat, mais toi t'es pas satisfait de toi, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai laissé la pression qui entourait ce combat et les attentes voilà, de mon public. Voilà, quand on est combattant de MMA, plus on monte dans les niveaux, plus on a du public, des gens qui t'aiment, mais aussi des gens qui te détestent. Tu l'as déjà ton public. Mais c'est normal, parce Il est que déjà là. il y a les gens qui veulent Bien te sûr, voir gagner. bien sûr. Et il y a là, les gens qui veulent te voir perdre aussi. Mais Ouais. ces deux types de personnes vont payer leur place Ouais. ou vont payer leur droit d'accès à cette image. Donc, Bien sûr. c'est deux types de personnes qu'il faut respecter. Mm. Et c'est compréhensible, c'est le jeu dans ce sport-là. Mm. Et en fait, du coup, je voulais tellement avoir les mains sur ce gars rapidement D'accord. que j'ai pas pris mon temps. Mm. Après, en fait, j'ai été agressif comme il faut, c'est-à-dire un peu. En fait, ce qu'il faut faire pour un grappleur quand tu veux rentrer en lutte, il faut être agressif dans ton striking avant d'entrer. Oui, Et après ça, masquer je l'ai fait. tes entrées. quoi. C'était soit des gros high kicks, soit des crochets larges, Ouais. crochets au corps, crochets à la face. Et là, c'était beaucoup plus compliqué pour lui et il n'y avait pas de réponse. Mais au début, oui, bah, forcément, c'est un mec intelligent. Il a passé 3 mois aux États-Unis dans l'équipe de Cerrone. D'accord. Il a voulu descendre de KT. Donc forcément, avait c'est une bossé équipe un peu, intelligente. Ils se sont dit, ok, ce mec-là, c'est un grappleur, il va rentrer dans les jambes. Et ils ont bossé des contres. D'accord. Et il a eu un beau timing sur le genou. Un genou avec lequel il avait sonné Ramazan Emiv à son tout premier combat à l'UFC. Donc il a des beaux genoux parce qu'il est à l'aise, il a une bonne Oui, ça, ouais, c'est un flexibilité bon des jambes. striker quand même, il est complet quoi. C'est un gars Exactement, complet, quoi. et c'est un striker plutôt kicker avec une jolie mobilité des hanches, Ouais. des jolis genoux. Et donc il a travaillé sur ce point fort-là, il l'a exploité. Et c'est de ma faute, et donc ça a été un coup un peu inutile. D'accord. Donc je m'en voulais parce qu'en fait. Ouais, tu te dis, si j'avais été un peu plus patient, Exactement, peut-être que, j'aurais peut-être pris moins de j'aurais pas coups. pris, ou en tout cas j'aurais pas pris celui-là. D'accord. J'aurais peut-être pris un jab ou un truc comme ça. Mais un genou parfaitement timé comme ça, je l'aurais peut-être pas pris. Et tu commences effectivement un petit peu le combat tu commences mal quoi. Ouais. Et donc bon, bah, voilà, c'était un petit peu. Et puis bon, Donc, c'est ça là-dessus fait que une t'as eu balafre de plus. Ouais. C'est toujours relou quoi. C'est ça. Surtout pas loin du mariage. Oui, exactement. Oui, c'est bon, bah, forcément, tu as de l'axe de progression. Là, tu as fait ta belle entrée dans ta catégorie de poids, donc les lightweight, Ouais. qui est une catégorie super dense. Tu veux un top 15. Est-ce que c'est la prochaine marche obligatoire, ou est-ce que tu dis si j'ai quand même un autre gars en dehors du top 15, c'est quand même ma progression? Non, bien sûr, je rêvasse un peu. Je rêvasse dans le sens où on me donne un top 15 dès mon entrée à l'UFC en welterweight. Ça m'a mis un peu des étoiles dans les yeux. Après, tu as Daniel pour te raisonner. Voilà, et dire, bien voilà, sûr, j'ai prends ton Daniel temps. et Guillaume qui sont là Ouais. pour me dire de prendre mon temps. En fait, si on m'en donne un, tant mieux, je suis content parce que c'est un truc qui me. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Après, parce que je fais ce métier-là, les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y a pas tant d'oseille que ça dans ce métier-là. Donc, tu le fais d'abord par passion. Oui, après, Et si tu veux en après, vivre, effectivement. si tu peux en vivre en plus, c'est le top. Et Ouais. c'est ce qu'il faut aspirer à faire parce que je pense que si tu es passionné, tu es performant. L'excellence finit toujours par payer et ça payera. Donc, Et c'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Quoi. Exactement. Donc si on me donne cette opportunité-là, je la saisirai. Mais si c'est autre chose, bien sûr que je l'accepterai. D'accord. C'est déjà un honneur de combattre à l'UFC. Pour l'instant, je ne suis pas en position de demander des noms.
même si on a le droit de rêvasser, parce que quand on est à l'UFC, on a le droit de rêver un peu. Après, de toute façon, voilà, faut viser le plus haut. On a vu, alors je sais pas si tu t'es entraîné avec lui, les lightweight, ils sont super denses à l'UFC. Il y a Dos Anjos qui fait partie maintenant des lightweight qui est descendu dans cette catégorie. Est-ce que voilà, sur des noms comme ça, est-ce que ça te plairait d'affronter une légende comme ça Alors lui, ça serait incroyable, d'autant plus que je me suis entraîné avec lui Tu t'es entraîné avec lui donc du coup. à la Nova Union à Rio, avec lui et Leonardo Santos. D'accord. Et du coup, donc, tu touches le haut niveau de la catégorie. Qu'est-ce qui te manque pour lui, il est clairement au-dessus de Leonardo Santos. J'ai tourné avec les deux, pour moi, incomparable. D'accord. Je pense que c'est un vrai top 3, top 4 de la catégorie. Pour moi, si je devais donner un ranking sportif des lightweight, je dirais Oliveira, Makhachev, Dos Anjos, Sarukian, Gamrot. D'accord. Un truc dans ce style-là. Les Poirier, les Gaethje, tu les écartes parce qu'ils sont trop unidimensionnels. Exactement, parce que les mecs que je viens de citer, avec un game plan parfait, en fait, je sais pas comment. D'accord. Ils sont plus complets en fait que des gars. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, un mec plus complet, c'est plus dur d'avoir un bon game plan. Même si j'espère qu'un jour je pourrai affronter un de ces messieurs et montrer pourquoi je pense que je peux tirer mon épingle du jeu. Parce qu'il y a, je pense, un domaine où. Alors, je parle pas de Dos Anjos parce que Dos Anjos il l'a pour le coup. Peut-être que vous comprendrez de quoi je parle, mais je pense que Makhachev et Sarukian et Gamrot ils l'ont pas. Et peut-être Sarukian un peu plus, mais il y a des cartes à jouer sur ces gars-là. D'accord. Et voilà, ça sera. Mais déjà, la tête froide, il va falloir déjà taper beaucoup de lightweight. Et c'est quoi le domaine qui te manque pour atteindre ce top? Je pense de l'expérience, prendre plus mon temps. D'accord, c'est vraiment l'expérience. L'expérience, prendre plus mon temps, des camps d'entraînement, continuer à m'améliorer techniquement. C'est-à-dire que la lutte, j'ai commencé il y a 2 mois avant Élysée. Je me suis vraiment intéressé à la lutte avec un coach de lutte attitré qui me fait travailler en spécifique. Ça m'a fait énormément progresser. Déjà en 2 mois avant le combat d'Élysée, je me sentais mieux. Là, j'ai encore pris un step niveau, en lutte. Je me suis senti en contrôle total au niveau des contrôles de. C'est ce qui te manquait pour te sentir à l'aise au sol du coup, Non, pas forcément au sol, mais pour me faciliter la vie, pour pouvoir exploiter encore plus ce domaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que plus ton niveau de lutte est élevé, plus ton sol est facile après. Plus ton sol sera facile à exploiter. Et voilà, tout simplement. Et donc non, on va continuer à bosser sur tout ça. Et après le style est top. Après, moi, vous savez tous, j'adore le jiu-jitsu brésilien, mais effectivement, toi, tu as adapté vraiment ton jiu-jitsu au MMA en fait. Tu n'es pas un combattant de jiu-jitsu qui va faire du jiu-jitsu dans la case, comme je disais, voilà, tu fais des triangles de corps, des choses comme ça. C'est vraiment adapté au MMA. Surtout tes combats, tu as fait de superbes soumissions. Donc, que des victoires par soumission. Et en plus de ça, tu as l'avantage, alors est-ce que c'est un avantage pour toi d'être gaucher? Je pense que c'est un avantage en striking et que ça gêne certainement certains combattants. Après, maintenant, le niveau auquel j'évolue, je pense que les combattants ont des gauchers de qualité quasiment dans tous les clubs. Parce qu'il faut un gaucher, donc l'avantage se perd un peu. Oui, la surprise. Oui, il y en a encore. Il y a encore certains adversaires sur lesquels je vais avoir cet avantage-là, mais de moins en moins parce que je pense que je vais affronter des adversaires qui de plus en plus ont accès à des sparring gauchers de qualité. Après, en parlant du sol, ça me fait penser à un ami à moi qui a combattu au MMA GP qui s'appelle Quentin Arola, qui est de la TFT, qui a un super jiu-jitsu brésilien. Et je discutais de sa performance récemment. C'est-à-dire que pour moi, il devait finir 10 fois le mec. Et le problème du jiu-jitsu brésilien, c'est que des fois, les mecs, ils attaquent, ils font 20 attaques de soumission en un round et ils se crament. C'est ce qui lui arrive à son dernier combat, alors que pourtant, il était largement techniquement même au-dessus de moi, je pense au sol. D'accord. Et donc, c'est un mec qui, s'il apprend à prendre son temps, à exploiter un MMA un sol plus adapté au MMA, il pourrait. Après, c'est pas pareil, tu as le gi, tu peux temporiser, tu peux bloquer, tu peux prendre ton temps. Exactement, et il faut frapper aussi, il faut être vicelard, il faut être méchant, il faut avoir des intentions un peu moins sportives des fois. Il faut mettre les coudes, il faut exactement, et qui vont te donner des ouvertures plus faciles
et qui vont fatiguer l'adversaire, qui vont le briser mentalement. Il faut avoir un sol un peu plus méchant. Un peu plus vicieux. Voilà, Et c'est exactement. ce que Daniel, avec son expérience, il t'apporte, je pense. Ouais, oui, Bah, c'est Chris ça. aussi, Parce hein, que, je pense que. en fait, Chris, ça il va faire, m'apporte ouais. une pression, un sol avec le moins de défauts possible. D'accord. Et Daniel, il va m'apporter les petites touches Ouais. vislardes pour qu'en plus ce sol-là il soit méchant et que en fait ça m'ouvre des opportunités Ouais. des fois gratuites quoi. D'accord, ouais, effectivement. Et puis que tu te crames moins. Exactement, ouais, bien Bah, sûr. écoute, ouais, on a hâte de voir le prochain combat, de voir les progrès que tu fais en traiting, Bah c'est gentil. de Bah, débriefer de avec voir toi ça ce aussi, prochain hein. combat aussi. Hâte hâte d'y retourner. On a hâte. Et je sais pas quel adversaire me permettra en 70 de montrer Bon, mon. après, il y a de mes quoi progrès faire. en- Effectivement, tu il y a- voudrais il y a quoi de comme style faire. de Mais d'adversaire voilà, en fonction du style Mm. d'adversaire, Mm. peut-être que vous reverrez du format lutteur grappleur, peut-être qu'il y aura du striking. Ça va dépendre de À suivre l'adversaire. dans la bagarre, on a d'autres formats Ouais. avec Benoît. Impeccable. Benoît, merci beaucoup. Il n'est pas venu les mains vides, effectivement, donc il fait son entrée dans la catégorie des lightweight. Et pour ça, on va vous offrir un t-shirt dédicacé par Benoît himself, qui va le signer hop, Impeccable. en live. Hop. Et du coup, pour ça, bien sûr, les gars, faut liker, partager la vidéo et taguer 2 amis à Alors, vous. je vais essayer de faire ça bien. N'importe où dans le dos, je sais pas. Comme Hop, tu veux. Tu peux me le tenir Ouais, tendu bien à sûr, max. bien sûr. Hop. Yes. Hop. Oh putain, en plus elle est bien réussie. Celle-là, elle est pas mal. Yes, parfait. Merci beaucoup Benoît, à bientôt et n'oubliez pas, si vous voulez le t-shirt, on partage à mort. Os. Merci beaucoup Benoît, Merci, à bientôt. Impeccable. Ciao.